Bonsoir à tous et bienvenue sur PlayJob. Ce live est consacré au graduate programme d'Orange. Vous êtes habitué au discours, disons, corporate des entreprises. Eh bien, ça va changer. Le but de ce live, vous permettre d'engager une discussion de fond, sans tabou, avec le plus grand franc-parler avec Orange, pour juger de l'intérêt pour vous de ce graduate programme. C'est du live, c'est vous qui avez le pouvoir, et ça commence maintenant. Charlotte Brocard, vous êtes la responsable du programme Orange Graduate. Alexandra Bordalis, vous êtes chef de produit gamme voix mobile entreprise et vous êtes une Orange Graduate et en fin de parcours. Bonjour à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. On vous laisse une minute pour nous expliquer la problématique de ce soir. C'est la minute corporate. Je suis dans ma boîte et ma boîte est à l'intérieur de moi. Charlotte, c'est à vous. Ok, je vais vous parler en une minute de l'Orange Graduate Programme. Je vais faire de mon mieux pour faire passer les messages clés de ce programme qui est un programme de recrutement de jeunes diplômés à fort potentiel qui existe depuis une dizaine d'années chez Orange et qui vit sa vie de façon tout à fait intéressante depuis ce temps-là, sur à la fois du recrutement, de l'accompagnement et du développement de jeunes diplômés à qui nous promettons et nous délivrons des postes à dimension managériale, internationale et dans tous les métiers de notre groupe qui sont très très nombreux. C'est un programme qui a rencontré un grand succès depuis sa création, qui a accueilli plus de 500 personnes. Je suis à votre disposition évidemment pour en parler plus longuement ce soir. Moi j'ai retenu deux chiffres et vous ne les avez pas cités encore. Enfin, il y a au moins deux nombres que j'ai en tête ou deux chiffres. Il y a 40, c'est le nombre de places qui sont disponibles, c'est ça pour le graduate programme? Vous parlez de la promotion qui va être recrutée? Oui. Oui, à peu près cette année, une quarantaine de postes, mais d'année en année, ça a pu varier entre 50 et 60 à peu près. D'accord, mais cette année c'est à peu près 40? Cette année, c'est 40 environ. Oui. Ok, et le deuxième chiffre que j'ai en tête c'est 31, c'est le 31 janvier. C'est la date de... C'est la date de clôture limite. des inscriptions pour ce recrutement 2013, tout à fait. Ok, Charlotte, Alexandra, vous connaissez le principe. Pour vous engager sur le discours le moins corporate possible, maintenant je vais vous demander de mettre la cravate dans la boîte. La séquence a déjà été tournée en fait et vous pouvez rouvrir la boîte, elles sont vraiment dedans en fait les cravates dans la boîte. On est mieux maintenant désormais, on est là pour parler sans cravate de façon la plus informelle possible. Je vous laisse découvrir la première question qui apparaît maintenant. Je vous invite tous à poser toutes vos questions en live avec le plus grand franc-parler. Il n'y a pas de tabou ce soir. Donc je lis la question. Donc je vois souvent des personnes de grandes écoles être recrutées à ce programme, branche commerciale, et peu d'universitaires. Est-ce que le programme privilégie le prestige aux compétences ? Alors, le programme ne privilégie pas une notion quelconque par rapport à une autre. C'est vrai que le programme s'intéresse dans un premier temps à un certain nombre d'écoles, écoles de commerce, mais je vois que vous mentionnez branche commerciale, mais il n'y a pas du tout que les écoles de commerce, il y a aussi les écoles d'ingénieurs. Et c'est vrai qu'au départ, c'est notre cible, ce sont les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs. Néanmoins, nous avons, depuis le début de ce programme, depuis la création de ce programme, nous avons élargi Donc nos on ne se écoles trompe pas en cibles. fait, vous donnez comme une priorité aux écoles, aux grandes écoles. Oui, aux grandes écoles, mais aux écoles aussi qui ne sont pas forcément dans le premier cercle, ce qu'on appelle les écoles de premier cercle. Aujourd'hui, nous avons élargi, et nous avons notamment élargi cette cible à nos stagiaires et apprentis, ce qui nous permet d'avoir un scope beaucoup plus large de recrutement. Donc je reviens sur la partie Charlotte, vous savez qu'il y a universitaire. des très bonnes formations universitaires quand même. Tout à fait, il y a de très bonnes formations universitaires et je tiens à vous préciser que ce sont des bacs plus 5 que nous recherchons et que lorsque nous faisons notre présélection, qui est le travail que nous faisons aujourd'hui, nous regardons les dossiers dans leur intégralité, dans leur ensemble. C'est-à-dire que nous ne souhaitons pas laisser passer un bon candidat et quand je vois le mot de compétence, c'est un mot qui est important pour nous. Le mot prestige passe après, en tout cas en ce qui me concerne. Et donc il est très important pour nous d'avoir des bonnes compétences. C'est vrai que les écoles sont souvent des bons tremplins, on va dire, pour ce type de poste, mais on regarde... Est-ce que ça veut dire simplement que les grandes écoles ont peut-être fait une sélection en amont qui fait que c'est plus simple pour vous, de fait, vous recrutez plus facilement dans les grandes écoles? Il y a cette partie-là, mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, les grandes écoles proposent toutes des années à l'étranger, et pour nous, cette notion est très importante. Donc la partie année à l'étranger, expérience internationale, pour nous, est primordiale, et c'est vrai qu'on la trouve plus volontiers dans les grandes écoles. Ok, donc pas d'autocensure pour les universitaires? Pas d'autocensure a priori. C'est vrai que, je vous dis, on va regarder de façon plus attentive les grandes écoles qui sont notre cible clé, mais nous ne voulons pas nous fermer des portes. Alexandra, ton parcours avant, toi? Moi, j'ai fait HEC.
Donc, je ne suis pas universitaire, mais je pense que le graduate programme recrute avant tout des potentiels plutôt que des compétences ou même des profils en particulier. Allez, question suivante. Quelles sont les fonctions qui sont accessibles via votre graduate programme? Peut-on exercer à l'étranger? Moi, je peux parler de mon expérience. Alors, en termes de fonctions, aujourd'hui, je travaille en marketing. Avant ça, j'étais analyste des ventes et je travaillais à Madrid. Donc aujourd'hui, je suis à Paris. J'ai commencé sur un premier poste à l'international. Donc oui, la réponse à la question peut-on exercer à l'étranger, c'est possible. C'est même possible. Donc bon, dans mon cas, après, on reparlera d'une... Ton cas est particulier, Alexandra, puisque en fait, à l'époque, le graduate programme durait 5 ans. Tout Donc à là, fait. tu es dans tes 6 derniers mois, si j'ai bien compris. Voilà, la c'est toute fin. ça. Ça fait 4 Maintenant, ans. il dure 3 ans. 3 ans. Voilà, donc moi, dans ma version du graduate programme, mais l'idée du graduate programme, pour en avoir discuté avec Charlotte, reste le même. Moi, j'ai pu commencer sur un premier poste à l'étranger, à être analyste des ventes, donc un job tourné vers les ventes et vers de l'analyse financière. Mon deuxième poste aujourd'hui, c'est de travailler en marketing en France, au siège du groupe d'Orange France, du groupe d'Orange à Orange France. Je voulais juste revenir sur cette dernière question. Non seulement les postes à l'étranger sont possibles, ils sont même recommandés et on fait le maximum pour accompagner ce type de mobilité. Et puis, tout type de postes sont accessibles via l'Orange Graduate Programme. Donc, Alexandra mentionne une grande partie de notre activité qui est bien évidemment la relation client, le marketing évidemment, mais il y a des postes techniques, il y a des postes corporate, il y a des postes sur le terrain, il y a des postes en RH, etc. En etc. consulting, Donc, en consulting, énormément de postes. Alors, est-ce que toutes les nationalités sont éligibles? Bien sûr, éligibles. Au contraire, nous sommes un programme de diversité à tout point de vue, donc des profils, des nationalités, hommes-femmes bien évidemment. Donc, nous encourageons. Finalement, Charlotte, qui n'est pas éligible à ce programme? Les universitaires, les grandes écoles, toutes les nationalités, les hommes, les femmes, ok. Toutes les personnes qui... J'ai un bac plus 5, je peux postuler en gros. Si vous avez le potentiel que nous demandons, bien évidemment. Qu'est-ce que vous appelez le potentiel? Alors le potentiel, eh bien, c'est ce sur quoi on va miser. Vous regardez des CV en fait, Oui, alors on commence tout à fait par regarder des CV. Alors il y a un screening qui est fait sous forme d'abord de présélection. D'abord il faut être éligible, donc je vous ai quand même parlé du bac plus 5, donc c'est pas tout le monde. Pour l'instant c'est le seul dénominateur que j'ai vraiment compris, enfin qui me semble... Expérience à l'international. Qui est un plus ou qui est vraiment nécessaire? Qui est vraiment nécessaire. Et puis le fait de parler anglais couramment pour les Français et de parler français couramment pour les non-français. Ok, revenons sur l'anglais couramment. Et de s'intéresser aux nouvelles technologies. Évidemment, cela va de soi parce qu'on est un groupe de même. nouvelles technologies. Qu'est-ce que vous appelez l'anglais courant? Pouvoir travailler en anglais, pouvoir. Vous avez un critère chiffré pour ça? Oui, il y a un entretien qui est passé en anglais, qui est fait par notre prestataire qui fait la présélection. Donc chiffré, non, je ne peux pas vous dire que c'est chiffré. Vous ne basez pas sur un TOEIC ou sur un TOEFL en première sélection? Non, par contre, le TOEIC qui figure dans le CV, en général, est indiqué. Et c'est vrai que c'est un bon indicateur pour nous, mais néanmoins, c'est l'entretien téléphonique en anglais qui fera la différence. C'est quoi un bon indicateur pour vous, un TOEIC à peu près raisonnable pour qu'on ait juste une indication? Non, je ne peux pas vous dire au niveau du TOEIC. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui s'exprime plus que correctement en anglais, qui s'exprime parfaitement en anglais et qui est capable de travailler en anglais et de rédiger en anglais. Et également de travailler en équipe avec des équipes internationales. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de jobs qui nécessiteront soit de voyager, soit de faire par exemple une conf call en anglais. Animer une conf call en anglais. Voilà. Ce n'est pas forcément un exercice facile quand on a fait de l'anglais purement académique. C'est pour ça que l'expérience à l'étranger est importante, parce qu'on a pratiqué justement cette interaction avec des personnes de toute nationalité. Enfin, Alexandra, je pense que tu peux en parler. Moi, pour avoir travaillé en Espagne, j'ai dû parler anglais et parler espagnol aussi, parce qu'en Espagne, c'est très important de parler la langue du pays. Question suivante. Vous la lisez? Alors, oui, pardon, excusez-moi. Comprendre le poste en 3 ans. Le premier poste opérationnel d'1 an est-il compris dedans? 1 an plus 2 ans donc? Tout à fait. La réponse est oui pour le premier poste qui dure 1 an. Si oui, pourquoi ne permettez-vous pas plus de rotation? Alors, en effet, initialement, le programme durait 5 ans avec 3 mobilités. Donc, vous aviez un premier poste qui pouvait durer 2 ans, puis 2 ans, puis le début du 3e poste. Là, nous avons raccourci le programme. Pourquoi vous avez raccourci? On l'a raccourci parce que tout d'abord, c'était un petit peu... nous étions au programme le plus long du marché. 5 ans, c'est le programme le plus long du marché. Et que nous avons interrogé finalement nos graduates. Nous avons interrogé aussi autour de nous. On a fait du benchmarking. Et on s'est aperçu qu'il y avait une demande d'avoir un programme qui était plus suivi, qui nécessitait plus de suivi individuel. Et donc, pour bien faire ça, on a un parcours plus court, mais plus encadré.
Donc ça, c'est pour répondre aux 3 ans. Alors, pourquoi ne permettez-vous pas plus de rotation? En fait, la rotation, il y aura un premier poste d'1 an qui va ensuite déboucher sur un deuxième poste de 2 ans et nous accompagnons sur le 3e poste. On est d'accord que le poste d'1 an, il fait partie des 3 ans, enfin le premier poste opérationnel? Tout à fait, oui. C'est un poste un peu en immersion qu'on appelle opérationnel, donc ça, je pourrais y revenir tout à l'heure. Et en effet, la rotation, si, parce qu'en 3 ans, il y aura bel et bien 3 rotations, ça sera un peu plus condensé, on va dire, mais comme il y a l'accompagnement sur le 3e poste, en réalité, il y a autant de rotations que précédemment. Ça se fait différemment. Après, il faut bien voir que dans le grade programme, on a l'opportunité d'exercer de vrais postes, c'est-à-dire pas des postes de 6 mois avec des rotations tous les 6 mois, qui serait en fait l'équivalent d'un stage amélioré où finalement, hop, on découvre un service, hop, on passe dans un autre. Là, on se voit confier des vrais postes, que ce soit le premier, le deuxième ou la suite. Tout à fait. Et 2 ans, c'est vraiment nécessaire pour bien exercer une fonction. Sur les postes proposés, quelle est la proportion de postes qui sont proposés à l'étranger? Alors, c'est difficile de parler de proportion. Si on parle des postes proposés en premier poste, la proportion de postes à l'étranger, elle est relativement faible. Elle le sera cette année probablement. En revanche, la mobilité vers l'international est fortement encouragée. Donc, nous avons des postes proposés à l'étranger. Je ne peux pas vous donner une proportion, ça varie vraiment d'année en année. Néanmoins, on a des postes à l'étranger et on a aussi ce qu'on appelle des postes internationaux. C'est-à-dire qu'un poste basé en France peut être un poste à forte dimension internationale. Par exemple, c'est quoi? Ça peut être un poste en transverse, dans une fonction transverse qui nécessite de voyager, d'interagir avec plusieurs pays. Donc on a des postes soit au marketing, soit à l'innovation qui ont cette dimension internationale et qui nécessitent des déplacements, justement des conf calls, le fait de communiquer régulièrement et de travailler avec vos collègues qui sont à l'étranger. Il y a ça, il y a tous les postes avec des partenaires, par exemple un partenaire comme Apple, on fait des conf calls en anglais. Je me souviens que mon année, il y avait un poste, alors après forcément ce ne sera pas la même chose cette année, mais de chef de produit iPhone. Donc la personne qui a eu ce poste-là, forcément, interagissait avec Apple et parlait en anglais relativement fréquemment. Que signifie un poste opérationnel? S'agit-il d'être commercial pour Orange auprès des entreprises? Alors, par exemple, en effet, opérationnel... Ça sonne un peu comme la punition, en fait, opérationnelle. Ça vous fait sourire parce que vous... Oui, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément une chose auquel les jeunes diplômés vont s'attendre en sortant de l'école. J'ai pas fait HEC ou Centrale pour me retrouver sur un poste uniquement opérationnel, Charlotte. Pourquoi pas? Parce que déjà, il faut bien comprendre ce que veut dire opérationnel. Opérationnel, nous, on l'entend dans la dimension relation client. Pourquoi? Parce que pour bien comprendre notre business, on est une boîte d'ingénierie, mais si on n'a personne pour vendre nos produits, on va nulle part. Donc, un poste opérationnel relation client, c'est très important. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner? Oui, tout à fait. Donc là, on me parle de, par exemple, commercial auprès des entreprises, oui, ou aussi auprès du grand public. Donc, ça peut être un poste en boutique, ça peut être un poste sur un plateau d'appel. Très 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 opérationnel là pour le coup. On fait du téléservice, on fera pas forcément du plateau d'appel, mais on peut encadrer. On va encadrer un plateau où on peut être adjoint de boutique par exemple. C'est comme ça que vous accueillez vos gradués de programme. On peut les accueillir comme ça, mais je pense que c'est un très bon point d'entrée et on en a plusieurs qui ont vécu cette expérience et qui sont plutôt contents. Il ne faut pas oublier que entrer dans un gradué de programme, c'est rentrer dans une entreprise à long terme. Donc passer 1 an sur le terrain, c'est aussi un investissement pour connaître ce qui se passe concrètement et ensuite pouvoir appliquer. Moi aujourd'hui en marketing, pour les entreprises, si j'avais pu commencer sur un poste de commercial au grand compte, j'aurais un peu mieux su comment étaient les clients. Aujourd'hui, je fais des études, j'interroge nos vendeurs, mais ça aurait pu m'aider. Pouvez-vous préciser le contenu de la formation? Alors, formation, ce n'est pas forcément le mot adéquat, bien qu'il y ait des formations. Est-ce qu'il y a dans cette partie... C'est le suivi, en fait, le suivi et le développement. C'est ça, en fait. Pour vous, formation, vous l'interprétez comme suivi. Il n'y a pas autre chose qu'au-delà du poste et du suivi, il n'y a pas de partie de formation. Non, on peut proposer des formations comme tout salarié Orange. Donc, on a un centre de formation dédié aux managers et puis il y a toutes les formations que peuvent avoir tous nos salariés. Spécifiquement sur l'Orange Graduate Programme, nous, on va les accompagner. On va accompagner nos Orange Graduates, c'est-à-dire qu'on va avoir un suivi très fin et très individualisé de leur carrière au bout d'1 an, au bout de 2 ans. Et on peut tout à fait, à la faveur de ce suivi, les envoyer en formation. Donc une personne qui cherche à se professionnaliser sur tel ou tel sujet,
on va la recevoir bien évidemment, et puis on va discuter avec elle des formations. Mais Donc, Charlotte, on va c'est quoi être ce plutôt- besoin de les suivre aussi près, d'avoir ce suivi aussi près, au-delà du fait que vous ayez identifié ces gens comme des hauts potentiels, Ouais. des gens qui vont sans doute diriger, faire partie des directions ensuite, Mhm. ok, mais c'est quoi le suivi sur un poste opérationnel? Enfin, concrètement, on a du mal à imaginer à quoi ça sert et quelle forme ça prend en fait ce suivi. Bah, c'est important le suivi parce qu'on a misé sur des personnes qui ont, ne l'oubliez pas, suivi une sélection, enfin subi une sélection très forte pour rentrer chez nous. Donc ce sont des potentiels, ce sont des gens sur lesquels on va miser. Mais c'est plus de l'observation pour vous, pour savoir ce que vous allez faire de ces personnes ensuite. Enfin, est-ce que tu te sens observé, toi? Non, c'est de l'observation, c'est surtout du suivi. Je veux dire, quand on sort d'une grande école, on a un peu peur, entre guillemets, de rentrer dans une entreprise de 170 000 personnes et se dire ah bah, je vais être noyé dans la masse, je vais être un parmi tous ces gens-là, et comment est-ce que je vais faire pour me créer un parcours, quoi. Et finalement, être accompagné par des RH, être accompagné, alors forcément, c'est pas, on n'est pas main dans la main tous les jours, mais dans On est des d'accord moments que clés, tous les avoir un salariés accompagnement. tous les salariés ne sont pas accompagnés comme le sont les... Absolument. Non, c'est Donc, une ça- chance, enfin, c'est une C'est chance une chance, mais, Ouais. qui est donnée à effectivement un petit nombre tous les ans. mais donc ça a une vocation en fait, cet Oui, tout à accompagnement. fait. Ça a une vocation, absolument. C'est-à-dire que nous souhaitons que les personnes qui rentrent dans ce programme fassent des mobilités régulières. Pourquoi? Pour qu'elles découvrent finalement une grande partie des activités de notre groupe. Quelqu'un qui rentre, et comme le souligne Alexandra, 170 000 personnes dans le monde, c'est énorme, c'est des métiers innombrables. Et donc, il est important que les personnes qui vont à terme prendre des grandes responsabilités chez nous, eh bien, aient une connaissance de la partie commerciale, de la partie technique, de la partie peut-être juridique, pourquoi pas, relations humaines, communication. Donc, en effet, ce sont des personnes qui sont amenées à bouger, mais c'est à nous aussi de les accompagner, de leur donner un petit peu les clés, parce qu'ils ne connaissent pas tous nos métiers. Question suivante. Alors, package de rémunération attrayant, il est vrai que les personnes qui rentrent dans le programme, par rapport à un diplômé d'une école semblable ou de la même école et qui ne serait pas passé par le programme, aura un package supérieur. Donc, Moi, il y a plus deux notions intéressant. qui m'interpellent là-dedans. C'est la dimension de package d'abord. Oui, alors le package, c'est le salaire de base, Ouais. et puis c'est des augmentations individuelles qui sont plus intéressantes, on va dire, que les augmentations d'un salarié lambda, entre guillemets. Dans quelle mesure Ça va dépendre Ça des années. On a une direction de la rétribution qui fixe ces choses pour nous, donc nous, on n'est pas décisionnaire là-dedans. c'est un mais élément vrai sur que lequel ça vous peut être- communiquez? Enfin, je veux dire, par exemple, est-ce que quand Alexandra a commencé son programme, c'est quoi le différentiel entre une HEC qui rentre à Orange basiquement, en fait, on va Mhm. dire standard, comme vous avez dit, Mhm. et quelqu'un qui rentre dans le graduate, hein? C'est des différences qui sont de quel ordre? Je peux pas vous dire, c'est pas quelque chose qui est fixé, ça dépend chaque année, donc je pourrais pas Ça, vous vous le le dire au savez, niveau Charlotte, vous voulez pas d'Alexandra. me le dire, mais vous le savez. Non, je vous assure que j'ai pas les chiffres en tête. C'est quelque chose qui est plus Je me tourne vers intéressant. Alexandra, en fait. Donc, Ouais, je suis un cas particulier. Parce que Mais en quoi je c'est suis pas attrayant? rentrée C'est en quoi? France, C'est donc, 5% de plus? C'est 10% de plus? Enfin, qu'est-ce qu'on appelle attrayant? attrayant, ça veut dire que vous rentrez à des niveaux de salaire qui ne sont pas ceux-là de la moyenne de l'entreprise. Mhm. Et que vous avez aussi des augmentations qui sont au-dessus de la moyenne de l'entreprise. Et de plusieurs points. Donc ça, je peux vous le dire. Ça dépend aussi des années parce qu'on est soumis aussi aux règles de l'entreprise. Mais il y a cet aspect-là. Et après, il y a tout, on va dire, tout le package du salarié aussi Orange, qui est un package global et dont évidemment bénéficient les Orange Graduates. Mhm. Restez un peu évasif quand même, Charles. Vous voulez pas nous donner Oui, tout. parce que ça varie d'année en année et ça varie aussi selon les personnes qui sont recrutées. C'est-à-dire que nous, on donne des fourchettes. Donc, vous voyez, c'est toujours un peu délicat de donner des chiffres, surtout que c'est des chiffres des années passées et que je ne les ai pas en tête. Et qu'après, on peut avoir des différentiels aussi au sein des promos, ce qui est normal parce que c'est aussi en fonction de l'évolution de la personne. Après, la personne mène sa vie et mène aussi sa carrière. Alors, ma formation est plus technique et j'espère faire plutôt du déploiement de réseaux cellulaires. Ce programme correspond-il? Tout à fait, parce que le réseau cellulaire, on va dire que c'est un peu notre cœur de métier. Hein, donc, une formation technique, évidemment, nous intéresse. Pourtant, vous avez dit tout à l'heure, Charlotte, que vous privilégiez beaucoup plus de personnes qui vont aller sur des postes en relation client ou... Dans un premier temps. Ouais. Dans un premier temps, attention, la relation client, ça peut être aussi technique. Quelqu'un qui s'appelle sur une unité d'intervention, c'est-à-dire qui va être sur le terrain vraiment sur des aspects purement techniques et réseau, ça ne va pas être de la vente, mais ça va être de la relation client, parce qu'on peut parler à un client en direct. Donc, ce n'est pas contradictoire du tout avec l'aspect opérationnel, mais il n'empêche qu'un ingénieur ou un technicien
peut prendre un poste en relation client pendant 1 an. Pourquoi? C'est très intéressant pour lui de voir finalement ce que les produits et ce que sa technologie, lui, comment elle est vendue. Et après, prendre un poste qui est plus en ligne avec sa formation. Donc, on n'est pas du tout Donc ça peut très bien opposé. déboucher sur des postes techniques ensuite. Bien évidemment, tout à fait. Et il y a des postes techniques chez nous et on est très content que ça intéresse du monde. Ok, on passe à l'examen des CV. Charlotte, Alexandra, je vous soumets 4 CV. D'accord. On va y passer 2 minutes, rapidement. C'est très simplifié, mais je voudrais juste que vous nous disiez à voix haute ce qu'il y a dedans et ce que ça vous inspire. En tout cas, D'accord. uniquement ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas. Ce que vous avez besoin de relever ou pas. D'accord. Donc, on les prend un par un. Vous prenez un par un. Alors, on a Jérôme, Centrale Paris, 3e année, rémunération demandée 45K. Objectif, faire tout le graduate programme en Asie. Alors, moi j'ai déjà une remarque, c'est que le graduate programme encourage les mobilités en rupture. C'est-à-dire qu'il ne fera pas tout le graduate programme en Asie. C'est bien de vouloir aller à l'international et on est ravis, mais il y aura une partie certainement où on lui demandera d'être en France ou d'être dans un autre pays, mais il ne fera pas tout le graduate programme en Asie. Ce n'est pas l'objectif pour nous. Je ne sais pas si tu as des commentaires, Alexandra. Sur la rémunération. Après, La rémunération est tout petit peu ambitieuse. Ah, on commence à avoir des indices. Voilà. Génial. Centrale Paris, vous pouvez pas dire non. On ne peut pas dire non. Ok, question suivante. Enfin, CV suivant, pardon. Alors, Mathieu, ECE, 3e année, 35K, expérience de stage technique en télécom, travailler sur des problématiques d'open innovation dans les 5 ans. Donc, bon, moi, je ne suis pas issue de la technologie, de la technique, mais ça me paraît approprié. ECE, on a fait une école qui est une école post-bac, ingénieur, ça fait partie de votre Si ça délivre du bac plus 5, oui. Why not? Et on regardera attentivement, il a des stages en ses télécom, stages. donc, Tout à fait. Donc justement, c'est par rapport à ce que je vous disais, on va arriver à nuancer aussi les choses en fonction de l'expérience et de l'école. Vous avez dit tout à l'heure, Alexandra, la dimension télécom, elle est importante, parce qu'il y a une motivation pour les télécoms. C'est vraiment si important que ça? Enfin, je peux pas. Il faut vraiment que j'ai déjà une expérience dans les télécoms. Pas forcément avoir une expérience, avoir une appétence pour les télécoms. Et les nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies, bien sûr. Quelqu'un qui rêve de faire, je ne sais pas moi, qui rêve de travailler dans l'agroalimentaire, mais qui veut rentrer dans le Orange Graduate Programme, on questionnera quand même. On pourrait très bien avoir quelqu'un qui est très doué en marketing, par exemple, qui a surtout fait de la grande de la grande conso jusqu'à présent. Tout à fait. Et qui dit pourquoi pas Orange. Non, mais sur les stages, on ne va pas aller regarder si ces stages sont contradictoires avec notre métier. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que l'appétence, nous, on ne la regardera pas que sur son CV. On va l'entendre. On va lui faire passer des entretiens. On va l'avoir au téléphone. Donc, cette partie-là nous intéresse. CV suivant. Il nous en reste encore 2. Swazik, Université Paris 10 Nanterre, Banque Finance. Passer à autre chose que la banque, pourquoi pas les télécoms? Bon, là aussi, c'est vrai que ce n'est pas forcément dans les premiers critères d'école, très clairement. Banque Finance, si cette jeune femme souhaite rentrer dans le graduate programme de BNP Paribas, ça peut paraître plus logique. Et je pourrais très bien me diriger vers des fonctions également financières ou pas ensuite? Il y a des fonctions financières chez nous, et il y en a aussi bien au corporate que dans les filiales. Et pour ça, je ne suis pas obligé d'avoir un intérêt pour les télécoms quand même, si je veux faire de la finance plus tard chez Orange par exemple. Si, quand même. Pas obligé, mais il faut que ce soit quand même un secteur d'activité qui soit intéressant pour la personne. Maintenant, encore une fois, on ne va pas aller passer à côté d'un bon profil si cette personne a été uniquement sur des stages en finance, mais qu'elle souhaite faire de la finance, enfin dans des banques, et qu'elle souhaite faire de la finance chez Orange, on va s'y intéresser. Dernier CV. Dernier CV. Myriam Ipag. Commencer le programme sur un poste en marketing chef de produit, rémunération 38K. Le marketing, tout à fait, hein, c'est un peu nos métiers. L'IPAG ne fait pas partie des écoles de commerce réputées ou connues? Non, pas forcément, mais si Myriam passe avec succès les épreuves de l'assessment, elle sera la bienvenue. Ok, merci. Voilà. Eh bien, on retourne aux questions. Je vous laisse continuer à vous poser vos questions à Charlotte et Alexandra, et on prend la prochaine maintenant. Vous parlez de sélection très forte. Combien de personnes postulent et combien reste-t-il à chaque étape du recrutement? Je vais peut-être répondre à Alexandra. Oui, on a besoin de se présenter les choses parce que est-ce que présenter pour le graduate programme,
Ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Est-ce qu'il y a un coût d'opportunité? Donc on a besoin peut-être de savoir bien sûr. si on y va ou on n'y va pas. Tout à fait. Donc en effet, il y a de l'énergie, il y a du temps. Sélection très forte, oui. Alors je peux vous parler des chiffres par exemple de l'année dernière. Les personnes qui postulent en ligne, c'est-à-dire qui sont éligibles, c'est-à-dire les critères dont je vous parlais tout à l'heure. L'année dernière, on a eu plus de 1700 personnes qui étaient éligibles, qui ont donc ensuite passé un certain nombre de tests de présélection et qui ensuite ont passé ce qui s'appelle un assessment center sur 2 jours. Quand vous parlez des tests de présélection? Alors, premier test, déjà, le dossier est regardé dans son intégralité, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, les personnes vont passer un test qui s'appelle le RFB, Reasoning for Business, qui est un test d'agilité intellectuelle. Qui mesure. Qui s'apparente à d'autres tests qu'on peut connaître ou pas du tout? Alors, Alexandra, tu as fait passer ce test, je moi, crois. j'ai étalonné le test. De mon temps, ça n'existait pas. Mais c'est des tests un peu quanti, sans être vraiment très compliqués. C'est des choses. On va nous demander. C'est des calculs très simples de multiplication et de division, mais il faut aller vraiment très très vite. Et après, il y a le même type d'épreuve en synthèse, donc lecture d'un texte relativement Ça peut s'apparenter à des tests tels THMAT ou GMAT ou pas du tout? Moi, je ne les connais pas, ces tests. GMAT, c'est un test en anglais, si je c'est en anglais, bien sûr, qui est plutôt basé sur les mathématiques. Mathématiques et épreuves il y a les deux, en fait. Il y a une partie numérique, une partie verbale, donc qui équilibre un petit peu, parce qu'il y en a une qui a plus forte connotation. Elle est sélective, technique. cette épreuve? Très sélective. L'année dernière, 1 sur 2 a échoué. Donc elle est relativement sélective. Donc il vous reste quand même 850 personnes à ce Tout à fait, exactement. Ensuite, les personnes vont passer un entretien téléphonique, le fameux entretien dont je vous parlais, en anglais. Et cette année, ça sera en anglais pour les Français, en français pour les Anglais. Et c'est-à-dire que là, on mesure non seulement le niveau de langue dont je vous parlais, mais également la motivation. Combien de temps? 20 minutes, entre 20 et 25 minutes. À nouveau, 1 sur 2. Et ensuite, nous sélectionnons sur, oui, c'était à peu près 350 dossiers à ce moment-là. Nous allons prendre environ 120 candidats, entre 120 et 140 candidats, que nous allons inviter à un assessment center sur 2 jours, où là, un certain nombre d'autres épreuves attendront les candidats. J'ai juste raté une étape, on est passé de 350 à 120. Oui, tout à fait, parce que nous avons examiné les dossiers de chacun avec le test RFB et l'entretien téléphonique. Et nous avons également examiné l'ensemble, si vous voulez, nous faisons un étalonnage de l'ensemble de nos candidatures. On ne peut pas inviter 350 personnes à un assessment center, c'est impossible, surtout quand on a 40 postes. Ok, donc il en reste entre 120 et 140. Hein. Tout à fait, qui vont passer des épreuves pendant 2 jours, des épreuves individuelles, entretien individuel de motivation, et deux épreuves collectives en groupe, pour voir comment ils se comportent en groupe. On peut en savoir un peu plus sur cette épreuve collective? Bien sûr, il y a 2 épreuves. Une épreuve qui s'appelle créativité, 5-6 personnes, à qui on va donner un exercice de créativité. Alors là, ça peut être des collages, des gommettes, des découpages, que sais-je encore. Enfin, je ne sais pas, Alexandra, ce que tu avais eu. Imaginer l'objet communicant du futur. Donc effectivement, on avait de la pâte à modeler, on avait des trombones, du papier, des crayons. Et voilà, il fallait qu'on se mette tous d'accord autour d'un concept et après qu'on le réalise. Donc là, on voit très bien, qui prend le lead, qui est un peu plus effacé, qui propose des idées, qui va lier le groupe. C'est assez intéressant comme exercice. Et en effet, comme le souligne Alexandra, on regarde moins le résultat de la créativité que le comportement de chacun en groupe. Ok. Et l'autre exercice, pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu. C'est un exercice de discussion de groupe. Là, c'est plutôt un case study, donc c'est plutôt un cas business en disant, je sais pas ce que tu avais eu, une nouvelle offre. J'avais imaginé un partenariat avec Orange. Enfin, que Orange pourrait faire avec un partenaire. On était très très libre, mais il fallait monter le business plan. Et là, il vous reste les 40 à la fin de ce processus? À la fin, donc, il y a ces 3 exercices dont nous vous parlons. Oui. Il y a aussi, des exercices de découverte du groupe, c'est-à-dire qu'on leur donne aussi beaucoup d'informations sur le groupe. Il faut qu'ils nous rejoignent, donc des témoignages métiers ou des conférences données par un de nos dirigeants. Donc, il y a aussi toute une partie découverte de notre groupe. Et au terme de ça, en effet, nous faisons très très rapidement le bilan de ces entretiens et nous pouvons, au terme de ça, proposer des postes aux différents candidats. Pendant ces journées-là aussi, moi j'avais rencontré les anciens du gradué de programme. Oui, tout à fait. On invite lors d'un cocktail la promotion qui vous précède en fait. Et ça, c'est toujours intéressant d'avoir de l'intérieur l'avis de quelqu'un qui est passé par le gradué de programme. Et sur toutes les personnes que vous aviez sélectionnées, combien ont intégré effectivement le gradué de programme?
Alors l'année dernière, on avait 46 postes et on a aujourd'hui 40 personnes chez nous. Question suivante. Peut-il y avoir des exceptions concernant le programme? Je pense par exemple à sauter le poste opérationnel de par mon expérience. Non, Vous avez vu, c'est la malheureusement. punition en fait. Mais est-ce Mais qu'on peut non, avoir, c'est pas la punition. est-ce Je qu'on peut avoir vous des assure que c'est pas le cas. est-ce qu'on peut avoir des expériences précédentes qui peuvent justement faire qu'on ne fait pas cette expérience opérationnelle? Non. Ça fait vraiment partie. Impossible. Vous savez, c'est comme le stage ouvrier, dans certaines entreprises, dans certaines écoles. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, en premier poste, Ah, proposent. mais vous n'êtes pas les seuls, vous êtes Ouais. loin d'être les seuls. Donc, et c'est aussi un petit peu le sens de l'histoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'opérationnel, c'est les gens sur le terrain finalement qui font avancer, qui sont en tête de pont si vous voulez, et qui font avancer l'entreprise. Et pour nous, c'est important que nos graduates passent par cette expérience d'1 an. Après avoir échoué une première fois à la phase de pré-test du programme, a-t-on la possibilité de retenter sa chance? Alors, je ne sais pas ce que la personne qui a envoyé cette question détermine par le pré-test, mais c'est la personne qui a passé le RFB et qui a échoué au RFB ne peut pas repostuler. Jamais. Voilà. Pas au programme chez Orange. Ah oui, bien évidemment, on peut repostuler chez Orange de façon tout à fait classique, mais le RFB, c'est on ne le passe qu'une fois. Et à d'autres phases? Est-ce qu'il y a d'autres phases qu'on a pu rater Sauf l'éligibilité, donc le premier test d'éligibilité, en fait, qui n'est pas vraiment un test, qui est un questionnaire en ligne. Évidemment, on peut ne pas être éligible une année et on peut être Mais éligible ensuite, l'année suivante. dans les autres étapes, dans les fameux 120, l'appareil, si vous avez été évincé à un moment ou à un autre, c'est impossible. C'est impossible. Impossible. Ok, au moins la réponse est claire. Question suivante. Bonjour. Vas-y. Est-ce que le graduate programme est valable pour les jeunes diplômés avec 1 an presque d'expérience? La réponse est oui, c'est-à-dire que les jeunes diplômés qui sortent de l'école, évidemment, peuvent postuler, ou qui vont sortir en 2013 par exemple, mais ceux qui ont jusqu'à 18 mois d'expérience hors stage et apprentissage, donc qui ont une première expérience en entreprise au moment de leur intégration dans le programme, c'est-à-dire mi-2013, pourront tout à fait postuler. Donc là, on parle des diplômés 2012-2013. Exactement. Ne pas avoir d'expérience, ça rejoint, oui. Ne pas avoir d'expérience dans votre secteur est-il un handicap? Ça rejoint votre question de tout à l'heure. En effet, quelqu'un qui a fait des stages dans des domaines qui ne sont pas télécom, bien évidemment, si tout le reste est conforme à ce que nous attendons, bien évidemment, son expérience sera regardée. Mais il y a bien un moment où, vu la sélection, il va y avoir une prime à ceux qui ont déjà une appétence pour le secteur. Non? Moi, je ne suis pas recruteur, mais oui. Oui, c'est vrai que l'appétence passe peut-être par autre chose que par des stages. Elle peut passer par un intérêt, mais alors... Tout à fait. Mais c'est vrai qu'on regarde vraiment, comme je vous le disais, la candidature dans son ensemble. Il y a énormément de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Une expérience au marketing dans un grand groupe qui n'est pas dans notre secteur d'activité peut nous intéresser. Donc on va pas en faire un no-go si vous voulez. Mais comment vous jugez l'appétence pour la télécom alors? Puisque vous avez dit que c'était quand même un élément important. On regarde déjà sur le CV la lettre de motivation. La lettre de motivation peut en dire beaucoup. Certes, on peut dire ce qu'on veut dans une lettre de motivation, Charlotte. Oui, mais sauf qu'après, il y a un entretien téléphonique qui vient un petit peu valider un certain nombre de choses. C'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut, vous avez raison. Après, il y a la façon dont on en parle. Mais qu'est-ce qui valide pour vous un intérêt pour les télécoms qui ne soit pas un stage? Tout le monde a un iPhone, a priori, ou un smartphone? C'est pas un élément c'est quelqu'un qui a une certaine culture de notre métier. Une culture de tout simplement de notre environnement économique, de notre environnement concurrentiel aussi. Quelqu'un qui est au courant des nouvelles offres, par exemple, qui est au courant évidemment de ce qui se passe au niveau concurrentiel, qui est au courant, je ne sais pas, de quelque chose qui vient de se passer dans les semaines qui ont précédé. Pour nous, ce sont des indices forts d'intérêt pour ce secteur. Après, on ne peut pas aller vérifier évidemment si la personne... raconte des choses. Évidemment, on peut toujours avoir des personnes qui disent qu'ils ont une appétence et qui n'en ont pas, mais ça, c'est pareil pour tout. Moi, je ne recrute pas pour le grade programme, mais je recrute aussi... C'est ton cas, en fait, tu as tout pipoté, Alexandra, à l'époque. Moi, à l'époque, j'avais fait mon mémoire sur les télécoms. Et c'était un peu par hasard à l'époque, mais ça m'a permis de m'y intéresser. Et c'est vrai que je l'ai dit, mais très franchement, que j'avais fait mon mémoire là-dessus, que ça m'avait intéressé, et que c'était la raison pour laquelle j'avais postulé chez Orange. Mais il y a toujours un peu une cohérence quand on finit par toquer à la porte d'une entreprise. On n'y va pas par hasard. Quand vous dites que ce programme permet d'accéder à des postes de direction, est-ce que c'est garanti? N'a-t-on pas
de chance sans passer par ce programme? Alors bien sûr, les postes de direction, c'est garanti et la réponse est non, bien évidemment. Hein. Ce sont des personnes sur On se lesquelles donne tous mal pour peut-être Ah bah bien sûr. que la réponse soit non. Oui, parce qu'il peut se passer énormément de choses dans une carrière. Quelqu'un peut rentrer sur notre programme qui va durer 3 ans, peut ensuite avoir un changement dans sa carrière, peut choisir de faire autre chose, peut aussi franchir toutes les étapes et arriver à un poste de direction. Et Mais là, vous faites inversement, reposer la responsabilité sur la personne en tant que telle, mais ça peut venir aussi de l'entreprise. Qu'est-ce qui garantit que vous aurez suffisamment de postes Et puis la notion de direction peut paraître large aussi. Qu'est-ce que ça recouvre? Oui, c'est vrai que la direction et la notion est large. Hein. On est une boîte énorme, hein, comme le dit Alexandra. Donc des postes de directeur, ça peut être partout dans le monde, ça peut être dans des grandes filiales, des petites filiales, ça peut être en transverse. Qu'est-ce qui peut nous faire comprendre qu'il y a quelque chose, qu'il y a vraiment un gap, qu'on va plus vite ou... Alors, ce qu'il faut voir, c'est vraiment que le gradué de programme, c'est un facilitateur et c'est un accélérateur. On va nous donner toutes les cartes pour ensuite, nous, être un peu maître du jeu, pouvoir choisir, avoir le choix, avoir des personnes qui peuvent nous accompagner quand on dit « Ah moi là, j'aimerais bien changer, j'aimerais bien m'investir dans le marketing, au regard de ce que j'ai fait dans la vente, je pense que ça pourrait être complémentaire. » Et c'est des personnes qui vont nous mettre en relation avec les bonnes personnes. Ça, moi, je vois ça après, comme du maternage, en fait. Mais on materne, c'est un accompagnement. C'est un accompagnement. Mais je vois pas en quoi ça permet d'accéder à des postes plus importants. Alors après, chacun est on va dire, maître de sa carrière. Chacun, on va dire, là, j'aimerais bien faire ça. Et c'est toujours utile d'avoir des personnes qui vont pouvoir nous ouvrir des portes. Mais c'est pas parce que la porte est ouverte qu'on peut entrer. Enfin, chacun doit faire ses preuves aussi, convaincre. Enfin, après, il faut pas croire que tout va arriver tout cuit, qu'on a une carrière toute tracée. Heureusement que non, finalement, parce que sinon, ce serait un peu triste. Et puis je reviens sur 2 choses, là, que le maternage, c'est pas du tout le bon mot, c'est-à-dire qu'on accompagne, on donne des éléments, mais, deuxième chose, et que souligne Alexandra, c'est que chacun est maître de son parcours. Nous, on donne des outils, on accompagne, c'est-à-dire qu'on met en visibilité des postes et on met en visibilité des personnes. Donc, on aide beaucoup cette progression de carrière, mais at the end of the day, c'est le candidat qui fait sa mobilité et on ne le materne pas du tout. Et au contraire, on attend de lui ou elle qu'il se bouge et qu'il fasse ce qu'il faut pour bouger. On passe à la question concurrence. Charlotte. Effectivement, Je vous laisse à lire la question. Aujourd'hui, oui, pardon, question concurrence. Combien de vos étudiants partent effectivement à l'étranger durant le programme? Alors, moi, j'ai un chiffre qui est que depuis 10 ans, on a 41% des personnes qui ont été recrutées dans le programme, donc plus de 500 personnes au total, 41% ont travaillé ou travaillent dans un pays qui n'est pas le leur. Vous voulez dire pendant le graduate programme? Voilà, si on prend depuis 10 ans, si on prend toute la population qui est passée dans ce programme, qui est encore ou qui n'y est plus, puisqu'au bout de 5 ans, certains n'y sont plus, il y en a 41% qui ont été dans un pays qui n'est pas le leur. Vous comprenez cette question, Charlotte? C'est qu'en fait, il se trouve que dans un certain nombre de graduate programmes, il y a des promesses qui sont faites d'international et au final, elles ne sont pas si effectives que ça. Alors, il y a 2 choses. D'abord, il y a la promesse du premier poste où, en effet, l'année dernière, on a eu peu de postes à l'international. C'est une réalité. Il y a aussi des postes qui n'ont pas été pourvus. Donc, il y a aussi l'appétence des personnes pour certains pays, parce qu'il faut bien qu'on s'entende sur l'international. L'international, ce n'est pas forcément New York, Londres ou Singapour. Hein. Ça peut être des pays pas forcément aussi glamour, hein, et qui pourtant proposent des postes très intéressants. Et on a parfois des postes très intéressants qui ne sont pas pourvus parce que ne présentent pas, dans l'état d'esprit ou dans l'image qu'on peut s'en faire, un intérêt. Or, c'est souvent dans ces pays-là que des postes très intéressants et des carrières très intéressantes peuvent se faire. Donc, en effet... pas suffisamment, a priori, pour intéresser tout le monde. Non, pas suffisamment, mais c'est bien dommage parce qu'il faut voir qu'on est un groupe qui est présent partout dans le monde. En fait, vous recrutez des capricieux. Non, justement, on essaie de ne pas les recruter. Et on leur donne tous les éléments pour se diriger au mieux dans cette entreprise qui propose beaucoup de postes à l'étranger, et j'insiste sur ce point. Alors... Je commence mon stage de fin d'études en mars, donc premier poste en septembre. Est-ce que je dois postuler cette année ou l'année suivante? Alors, ça dépend quand la stage personne de fin est d'études, en général, c'est un stage qui dure à peu près 6 mois. Ouais.
Donc, premier poste en septembre, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que la personne serait sur son premier poste au mois de septembre? Oui, en mars, ça fait donc avril, mai, juin, juillet, août, Si septembre. la personne est disponible au mois de septembre et qu'elle peut passer les épreuves de l'Assessment Center là, Vous commencez quand? On commence quand en septembre? On commence le 1er septembre? C'est la oui, ça devrait être le 1er septembre. Oui. Ok. Oui, oui. Et donc, normalement, si cette personne a passé les épreuves et est disponible le 1er septembre, elle peut tout à fait, elle doit postuler avant le 31 janvier. Après, si pour 2014, ça risque d'être un peu juste parce qu'elle aura elle aura peut-être juste 18 mois d'expérience. Donc, elle pourra repostuler l'année prochaine. Mais il faudra s'assurer que les critères d'éligibilité n'ont pas changé. C'est possible? Oui, c'est possible parce que Et c'est un programme qui est en mutation. Qu'est-ce qui pourrait changer? Eh Plus bien, 5, a priori, ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer, mais par exemple, ce qui a changé par rapport aux autres années, c'est qu'avant, on demandait 1 an d'expérience maximum, et maintenant, on a étendu à 18 mois. Justement pour qu'on n'ait pas ce genre des personnes qui sont un peu en décalage, si vous voulez, par rapport à la date d'arrivée, ne soient pas écartées. Donc, on a un petit peu assoupli. A priori, ça ne devrait pas changer. A priori, ça ne devrait pas changer. Mais bon, vous savez, ça peut changer aussi. Pouvez-vous davantage parler des postes financiers, notamment celui de contrôleur de gestion ? Type de poste possible, opérationnel, administratif, possibilité à l'étranger. Alors, poste financier, en effet, il y a des postes en contrôle de gestion qui sont considérés comme opérationnels, en effet, parce qu'on peut faire du contrôle de gestion opérationnel sur un produit, sur une ligne de produit. En revanche, les premiers postes qu'on propose là, opérationnels, c'est relations clients. Donc là, ça ne concernera pas les postes en finance. Quelqu'un qui veut faire de la finance passera par la première étape et ensuite pourra prendre un poste en finance. Possibilité à l'étranger, bien évidemment, on a des postes, par exemple, de business analyst à l'étranger. On a eu ça l'année dernière et on en a d'autres. Donc, bien évidemment, un poste opérationnel financier à l'étranger peut exister, mais pas en premier poste. Pourquoi votre programme plutôt qu'un autre? Quelles sont les spécificités du programme d'Orange? Alexandra, tu vas peut-être pouvoir témoigner. Les programmes graduates se développent en entreprise de plus en plus. Donc il y a aussi une concurrence entre programmes graduates. On pourrait imaginer que un même étudiant ait envie de postuler à plusieurs programmes. Et donc, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qui le rend attractif? Alors, moi, ce qui m'a séduite chez Orange, c'était d'abord le secteur des nouvelles technologies, des télécommunications, parce que c'est un secteur qui est complètement en mutation tout le temps. Tous les ans, il y a des nouveautés. Tous les jours, dans la presse, vous entendez parler de Free qui arrive sur le marché, de la 4G, des développements que vous pourrez avoir, de Orange qui est présent dans le domaine de la santé. Enfin, il y a un nombre infini en fait, de possibilités et on va dire, de business models qui ne sont pas encore trouvés. Voilà. Là, ça, c'est le premier point. Le secteur est particulier. Ça intéresse ou ça n'intéresse pas, mais quand on est intéressé, c'est passionnant et il y a plein de choses à faire. La deuxième chose, c'est l'accompagnement. Moi, j'ai trouvé que rentrer dans un graduate programme où effectivement, on avait un accompagnement RH, sans que ce soit au quotidien, mais tous les 6 mois, savoir que nos évaluations remontent à plus haut niveau. Alexandra, c'est le principe même du graduate programme. Ce n'est pas spécifique au graduate programme d'Orange. Être sur des vrais postes. Parce que j'ai vu des graduate programmes où tous les 6 mois ont changé, je vous en ai déjà parlé. Tous les 6 mois, avoir un espèce de stage amélioré ou de rotation, moi, ça ne m'intéressait pas. Pourquoi? Parce que j'ai entendu d'autres étudiants qui l'avaient fait, qui disaient que finalement, c'était pas très confortable. En même temps, en fait, on va avoir, vous avez dit 3 postes, parce qu'on a un accompagnement vers le 3e. Au final, pendant les 3 ans, on fait que 2 postes. Donc c'est une rotation assez mince, au final, Charlotte. On fait une première expérience en relation client et en fait, en effet, on fait son premier poste ou deuxième poste au bout d'1 an et ensuite on accompagne sur le 3e. C'est pas un 20 mots, c'est pas on vous lâche dans la nature. On accompagne. Après, le suivi ne se fait plus. Mais si, il y a bel et bien 3 rotations et pour rejoindre ce que disait Alexandra, c'est vrai qu'il y a une appétence pour le secteur. C'est sûr qu'on va pas on peut postuler à tous les programmes et nous on comprend ça très très bien. C'est tout à fait normal que les étudiants s'intéressent à tous les grades. On a des avantages en nature. Je sais pas, au-delà Les salariés Orange, suivant leur niveau de poste, ont des avantages en nature liés au fait qu'on est dans le secteur de la téléphonie. Mais pas liés au fait qu'ils sont dans le graduate programme. Non, pas du tout. Non, ce sont véritablement l'accompagnement et le suivi qui font la différence. Après, c'est peut-être commun à d'autres graduate programmes, mais avoir un système de parrainage et de mentoring dans l'entreprise. Alors ça, pour le coup, avoir un mentor, donc c'est-à-dire un des directeurs d'Orange, donc un des nombreux directeurs d'Orange, qui va être notre interlocuteur un peu particulier pendant toute la durée du graduate programme. Après, encore une fois, c'est fonction de chacun. Il y a des mentorings qui fonctionnent très bien. Moi, mon mentor, je le vois quasiment tous les 6 mois, on reste en contact, on déjeune ensemble. Mais il se passe quoi quand vous voyez au bout de 6 mois?
pour moi, c'est une personne avec laquelle je peux discuter de ce dont j'ai envie de faire, de mes réflexions un peu sur la vie professionnelle, sur là où je vais aller. Et c'est une personne qui va être à l'écoute, qui va me faire partager aussi son expérience et éventuellement qui pourra me diriger vers l'un de ses contacts, voilà, il m'a déjà dirigé vers un autre télécom talent, enfin personne du graduate programme, quand j'avais des interrogations sur un type de poste. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment valorisable, on va dire, d'avoir une personne aussi haut placée qui est là pour nous écouter, pour nous aiguiller. Est-ce que ce programme a un coût? Temps passé, stress, si, quel est le ROI? Alors, je ne suis pas sûre de totalement comprendre cette question. Pour qui le coût? Pour la personne qui le... On imagine, on se dit que tout ça est beau, même très beau, voire trop beau. Enfin, je suis dans un graduate programme, est-ce qu'il y a un prix à payer, quoi? Enfin, est-ce que ça... Ah, mais c'est un programme exigeant. Mais il est plus exigeant que si je ne rentrais pas dans le graduate programme? Absolument. Il est très exigeant parce que... Donc il y a un coût, en fait. Il y a un coût, je ne sais pas si c'est le mot, mais il y a un investissement personnel. Il se matérialise comment cet investissement, Charlotte? C'est-à-dire qu'en fait, on demande aux personnes d'avoir une performance et un potentiel excellent. C'est-à-dire que par rapport à nos critères d'évaluation qui sont ceux de l'entretien individuel, on demande à ces personnes de se placer vraiment en haut. C'est-à-dire qu'il faut délivrer. Ok, donc il y a une tension supérieure, on peut imaginer, non? Je ne sais pas, Alexandra, comment tu le vis. T'as pas l'air tendu. Moi, à la base, j'étais une personne exigeante, donc j'attendais aussi beaucoup de mon entreprise et j'attendais de pouvoir m'y investir. Donc à partir de là, on m'a donné tous les moyens de le faire comme j'en avais envie. Donc j'ai pu partir à l'étranger, j'ai pu revenir en France, j'ai pu changer de poste, j'ai pu être accompagnée. Je sais à qui m'adresser côté RH si un jour je veux changer. Donc voilà, après, j'ai pas l'impression d'avoir été plus stressée que si j'avais choisi une autre fonction. J'ai eu l'impression juste d'avoir tous les moyens de pouvoir réaliser ce que j'avais envie de faire. Alors, dans quel pays non glamour proposez-vous des postes aux participants du programme? Alors, je veux revenir sur ce mot quand même, parce que c'est pas un jugement de valeur. Vous l'avez dit. Mais c'est pas, mais c'est pas New York, c'est pas... Aujourd'hui, le groupe se développe beaucoup dans les pays émergents. Donc dans la zone Afrique et Moyen-Orient et en Europe de l'Est. Donc nous avons des postes dans ces pays-là et qui sont vraiment des postes qui sont très intéressants. Pourquoi? Parce que ce sont des marchés en croissance et ce sont des marchés où il y a beaucoup d'opportunités, aussi bien au commercial qu'au technique. Il y a des réseaux à construire, il y a des offres à créer. C'est un bon point de partir dans ces pays? Je veux dire, c'est un bon point. C'est quelque chose que vous valorisez plus que, à la limite, quelqu'un qui part dans un pays un peu trop... Non, c'est pas ça. Nous, ce qu'on valorise, c'est la dynamique. C'est la dynamique. Donc, ça veut dire que des personnes qui refusent des postes, par exemple, parce qu'elles veulent aller à New York, par exemple. Déjà, des postes à New York, on en a très peu. Ils sont pris d'assaut. En revanche, des postes dans des pays qui font peut-être moins rêver au départ. Et encore une fois, j'insiste sur l'arrivée, parce qu'à l'arrivée, c'est complètement différent et on a vraiment de très belles carrières. Pour donner juste un exemple d'une personne de ma promotion, c'est une fille qui est partie au Cameroun, qui a passé 2 ans et demi pour développer le paiement par mobile. Maintenant, elle travaille en Centrafrique et elle est directrice marketing. Donc, et elle a une très belle carrière. C'est un exemple de parcours. Ouais. Sur quoi faut-il axer ses motivations quand on postule à ce programme? Je pense qu'on y a peut-être un petit peu partiellement répondu. C'est l'industrie et c'est aussi, je voudrais insister sur l'ouverture aussi et l'ouverture à la diversité et à la transversalité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment des personnes qui soient ouvertes, qui aient envie de bouger, qui aient envie de faire des choses différentes, qui aient envie de se remettre en question. Donc cette dynamique bouger, personnelle... ça implique la diversité, ça implique la mobilité par exemple? Oui, totalement. Je peux très bien, pour vous, c'est pas intéressant d'avoir quelqu'un qui veut rester en France, a priori? Ça ne fait pas partie des prérogatives du programme. Parce que je peux très bien avoir envie de diversité, mais au sein de la France, je peux très bien avoir différentes fonctions. Mais... Tout à fait. Non, mais absolument. C'est vrai qu'on ne va pas non plus rejeter des personnes qui veulent rester en France. Maintenant, quelqu'un qui va rester sur des choses assez proches les unes des autres, qui ne va pas vouloir bouger, si on lui propose un poste après-demain à l'étranger et que la personne le refuse, bon, ça ne fait pas forcément partie du programme. Bonsoir, j'ai passé mon examen RFB mi-janvier. À quel moment je vais savoir si j'ai décroché ma place pour l'Assessment Center?
Normalement, vous allez savoir assez vite si vous êtes convoqué ou pas pour l'entretien téléphonique. Donc, vous allez recevoir une réponse. Donc, je ne pourrais pas vous dire quand vous allez la recevoir. Mi-janvier, a Mais- priori, ça veut dire là, qu'en général, il se passe de- combien de temps entre l'examen et la Je réponse? ne peux pas vous dire, ça va assez vite quand même, parce que c'est un examen qui est C'est en quoi, 15 ligne. jours, 3 Donc, semaines, 1 mois, 2 non, mois? je pense que ça sera moins de... Aujourd'hui, on est le 21. Vous devriez recevoir une réponse assez rapidement. De toute façon, ça va se faire avant la fin du mois. Mais voilà, j'ai du mal à vous dire un nombre de jours parce que c'est pas moi qui vous enverrai la réponse. C'est pas bon signe, c'est ça en fait, quand on n'a pas une réponse rapide. Pas forcément, non, la réponse, elle arrive. Elle arrivera. On passe au que oui, que non. Alexandra, je vais vous poser 5 questions. Je voudrais juste que vous y répondiez par oui ou par non avec la plus grande franchise. La première, c'est juste pour vous, Alexandra. Est-ce que vous percevez vraiment que le rythme de travail est plus intense que vos collègues qui ne sont pas passés par le graduate programme? Faut que j'étaye la réponse. Enfin, oui, mais parce que j'en ai envie. Parce que j'ai envie de m'investir aujourd'hui dans ce groupe. Donc oui. Ok. Est-ce que vous percevez vraiment que vos perspectives de carrière sont plus importantes? Oui. Comment, au bout de 4 ans et demi, on peut le percevoir? Alors, je le perçois parce que je sais que j'ai cet accompagnement, que je Mais vois là, à aussi... 4 ans et demi, si quelqu'un était rentré au même niveau même niveau que vous il y a 4 ans et demi, est-ce qu'on perçoit déjà une différence assez nette, hein? C'est difficile à dire. Enfin, c'est de toute façon Donc c'est difficile non, à alors. dire parce que chaque parcours est individuel et encore une fois, c'est pas le fait de rentrer dans le graduate programme qui assure d'en sortir au meilleur poste, etc. Après, c'est une volonté de s'investir, c'est un accompagnement qu'on a, une aide en quelque sorte, mais c'est pas une garantie. Troisième question, est-ce que vous percevez que votre salaire est significativement plus élevé que si vous n'aviez pas fait le graduate programme après 4 ans et demi? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que tous les ans, on a une augmentation. Charlotte en parlait, hein, Est-ce que vous qui est supérieure à la moyenne du groupe. Est-ce que vous constatez, Alexandra, qu'il y a autour de vous pas mal de gens qui sont passés par l'université? Autour de moi, dans les le graduate graduates programme, il y en a peu. Il y en a peu également parce que, à mon époque, l'ouverture des recrutements très était lointaine époque. donc 4 ans et demi. La sélection était réservée aux grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. Petit à petit, ça s'est ouvert. Donc j'en ai quelques-unes, mais pas énormément. Dernière question pour vous, Alexandra. Est-ce que vos collaborateurs savent que vous êtes dans le graduate programme? Oui, je le cache pas. Après, voilà, je le dis pas tous les jours, mais je le cache pas. C'est tout. On retourne aux questions. Est-ce que les jeunes diplômés qui sont actuellement en poste à l'étranger et qui sont fortement intéressés par le graduate programme d'Orange peuvent y postuler et passer les entretiens de sélection à distance ou dans leur pays de résidence? Malheureusement, non. Ça, c'est pas possible. Il faut vraiment... c'est-à-dire que la personne peut passer le RFB, évidemment, de son pays d'origine et l'entretien donc en français, a priori, puisque la personne est à l'étranger. Mais en revanche, si la personne est convoquée à l'Assessment Center, c'est une convocation physique. Donc la personne doit se rendre aux entretiens à distance, pas forcément à distance, à Paris. forcément à Paris. Tout le monde doit être ensemble. Et n'oublions pas qu'il y a des épreuves de groupe. Donc forcément, ça ne peut pas se faire. Même si un entretien était possible à distance, individuel, les entretiens de groupe, malheureusement, il faut être présent. Y a-t-il un esprit de promo, une cohésion entre toutes les personnes du programme ou bien ils ne se connaissent pas? Alors ça, c'est une très bonne question parce que c'est aussi un point très positif du graduate programme. C'est qu'effectivement, tous les ans, on est une promotion d'une 50aine. Alors après, 50 personnes, c'est beaucoup, donc tout le monde ne se connaît pas, même si on se reconnaît. Et en fait, petit à petit, entre les promos, on se connaît et c'est aussi autant d'informations qu'on peut avoir d'une personne qui a 2 ans de plus que nous, qui a un peu plus d'expérience dans le programme. Après, on noue des amitiés, on se croise pour déjeuner, on organise aussi, nous, de notre côté, parfois, des dîners de promotion, entre guillemets, sans passer par les RH, de notre propre initiative. Donc ça, c'est quelque chose de très agréable aussi, de rentrer dans un grand groupe et de savoir que il y a d'autres jeunes comme nous, avec des parcours similaires, les mêmes intérêts, qui peuvent échanger. Comment se fait la distribution des postes, premier arrivé, premier servi? Alors non, l'année dernière, alors là c'est encore en train de changer, mais on va garder un format assez proche, c'est-à-dire qu'en fait les personnes vont émettre des vœux sur des types de postes, pas sur des postes, sur des types de postes, et ensuite nous on regardera
en fonction de l'entretien aussi qui a été passé et de la personne, la façon dont son entretien s'est passé, s'il est pertinent ou pas de lui attribuer le poste que la personne a demandé. Mais on a un choix. On a un choix, mais on n'aura pas forcément son premier choix. Parce que vous comprenez bien que si tout le monde fait un premier choix et en face il y a des premiers choix, on n'arrivera pas à C'est-à-dire qu'on voit la liste des postes, on peut voir la liste de tous les postes qui sont disponibles Alors l'année dernière, on pouvait voir la liste des postes qui était toute la liste. Il y avait un job catalogue, donc les étudiants pouvaient feuilleter et choisir les postes. Et en fait, après, en fonction de ça, on faisait donc cette arithmétique un peu compliquée d'attribution des postes en fonction des souhaits. Cette année, ça va être un petit peu plus directif. C'est-à-dire qu'on aura plutôt des postes génériques, puisque nous, on va se focaliser sur un certain type de poste. Et donc, la personne, bien sûr, on ne l'enverra pas sur un poste qu'elle n'a pas souhaité, mais il va falloir être un petit peu plus flexible, parce que nous, on attribuera des postes de façon un petit peu plus directive que les autres années, en fonction de cette nécessité d'être opérationnel. Est-ce que les profils universitaires ayant bénéficié d'un programme en alternance sont également éligibles ? En effet, je connais bien l'entreprise et je peux avoir plusieurs lettres de recommandation au sein d'Orange Business Service. Merci pour votre réponse. Alors oui, en effet, comme je le mentionnais au début, on accueille dans le programme, sont éligibles également au programme les personnes qui sont en alternance ou en stage ou en apprentissage. Et en effet, les critères d'école sont plus souples pour ces personnes. Donc, en effet, si c'est une personne qui a travaillé au sein d'Orange Business Service et qui a des recommandations, évidemment, nous les regarderons attentivement. Néanmoins, j'insiste sur le fait que les personnes qui sont déjà chez Orange ou qui y ont été vont passer exactement les mêmes épreuves que les autres. Il n'y a pas du tout de... Pas de laisser-passer. Absolument pas. Autre question. Le recrutement est ouvert aux ingénieurs. Sur la relation client aussi ? Donc, on a déjà répondu. La réponse est oui, bien évidemment. Bien évidemment, la relation client, c'est le premier poste, c'est la façon de connaître notre business. Il y a des chances pour que de toute façon, j'aille sur de la relation client, même en étant ingénieur dès le départ. Ah bah, de toute façon... Donc c'est quand même une barrière à l'entrée aussi, c'est-à-dire que si je veux pas faire... ça m'intéresse. Enfin, si je veux... Ah bah c'est... Voilà. Mais disons que j'ai pas envie de passer par ce moment-là. Eh bien, dommage, mais ça fait partie, voilà, c'est 1 an, donc c'est pas en non plus, plus... ça n'a rien à voir, Charlotte, avec ce que je vais faire ensuite, quoi. Enfin, je veux dire... Eh ben, je suis pas d'accord, ça peut avoir à voir. On va vendre un produit qui est issu de la technologie, donc c'est intéressant quand on va travailler sur des réseaux ou sur de la technologie, de savoir comment c'est vendu au bout de la chaîne, au client. Donc il n'y a pas rien à voir, c'est un petit peu éloigné en effet de la formation de base, mais au final, je suis sûre que dans sa carrière, la personne retrouvera à un moment donné ce qu'elle a vu sur le terrain. Alors, les dates de l'Assessment Center, cette année, ça va être les 9 et 10 avril. 9 et 10 avril à Paris. Donc voilà, ce n'est pas encore complètement publié en termes d'horaire, mais ça sera 2 jours d'affilée sur Paris. Voilà. Et c'est obligatoire. Absolument. Vous en avez des souvenirs, Alexandra, de ce... Ah oui, on s'en souvient bien, ouais, c'est quand même 2 jours. Alors, c'est 2 journées intenses, puisque y a un entretien RH, il y a ces fameux travaux de groupe de créativité et de business case. Mais en même temps... Il faut s'y préparer ou pas ? Bien sûr, il faut s'y préparer, comme pour tout entretien de recrutement. Mais comment on fait ? Enfin, je veux dire, au-delà de l'entretien de recrutement, je veux dire, est-ce que... Je parle de l'épreuve de créativité, Alors, l'épreuve de créativité, un peu moins. Enfin, de toute façon, il faut se préparer à travailler en équipe. Donc, oui, après, se préparer à travailler en équipe, il y a un moment où, oui, c'est juste de la logique. Il faut savoir écouter les autres, il faut être force de proposition, il faut pas imposer mais proposer. Enfin, c'est tout un tas de choses qui peuvent paraître très simples, mais finalement qu'on ne met pas toujours en pratique. Et juste un petit mot, en effet, on s'y prépare, mais on a aussi des épreuves, les thèmes de créativité et de discussion sont donnés au moment, enfin ils les découvrent le jour J. Donc il y a aussi l'adaptabilité qui rentre en ligne de compte. Il faut savoir être réactif. On peut imaginer que vous avez toujours un tas de pâte à modeler, du papier, des ciseaux, etc. et que le thème va tourner plus ou moins autour des télécoms. Oui, mais au sens très large du terme, donc ça peut être beaucoup de choses. Après, il faut bien voir que pendant ces 2 journées,
Donc il y a donc, les épreuves pour les candidats, mais il y a aussi toute une phase de découverte où on nous avait présenté le groupe, ses métiers. Il y a eu des interventions d'anciennes personnes du graduate programme qui venaient un peu présenter leur parcours. Il y avait eu le pot un peu plus informel à la fin où on avait pu un peu débriefer avec les anciens du graduate programme. Et ça, c'est déjà un peu une vision de ce que c'est que la cohésion entre les promotions, ce que ça va être que le conseil que va nous donner un ancien dans le choix de alors j'allais dire notre premier poste, bon là ce sera peut-être le deuxième. Mais voilà, c'est une journée d'échange. C'est pas seulement juste du recrutement d'un candidat avec des entretiens. Bon, c'est vrai qu'il y a cette partie-là. Mais il y a aussi toute l'autre phase de c'est Orange qui va présenter ses métiers, ce qu'on y fait, quel type d'entreprise c'est, dans quel pays elle est présente. Certes, mais c'est déjà un peu trop tard. Enfin, je veux dire, à la limite, si vraiment on s'intéresse à Orange, on s'y intéresse avant. On n'attend pas d'arriver là pour s'intéresser à Orange. Alors oui, on s'y intéresse, mais on s'y intéresse avec les moyens qu'on a. On n'a pas tous l'occasion de connaître un ancien du graduate programme. On n'a pas tous l'occasion d'avoir un témoignage. On cherche, on trouve, non? Il y en a quand même quelques-uns. Avoir un témoignage d'un ancien du graduate programme. Bon, ça moi, ça m'a servi. En tout cas, pour moi, ça m'a servi. Question suivante. Sur quel poste cela débouche au bout de 3 ans? Ça peut déboucher sur l'ensemble des postes que l'entreprise peut proposer. Donc ça va, comme je vous le disais, du réseau à l'innovation, à la R&D, au marketing, au commercial. On a parlé salaire, mais est-ce que ça accélère? Est-ce qu'on va plus vite? Est-ce qu'on va plus vite à des postes de direction? On a dit que le but c'était à partir du moment où on est accompagné, où on va faire des mobilités assez rapides et où on va... mais j'insiste sur le fait qu'il faut aussi délivrer derrière, il faut aussi vous être avez au des rendez-vous. performances excellentes. Excellentes, voire exceptionnelles. Donc en effet, ça peut aller très vite. C'est un accélérateur de carrière, comme disait Alexandra, c'est un booster de carrière, mais il faut être au rendez-vous. Tout le monde n'a pas ce parcours. Charlotte, Alexandra, on arrive à la fin de cette rencontre. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. On vous laisse un dernier mot. On espère, moi j'espère vous voir nombreux chez Orange. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, clôture des candidatures le 31 janvier. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé, Charlotte, qui vous semble important ou est-ce que... je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. Moi, je voulais insister sur la diversité de nos candidats. Nationalité, nationalité, exactement. On veut vraiment des gens qui viennent de partout et qui viennent nous apporter... c'est un peu le discours de toutes les entreprises. Tout le monde veut de la diversité en ce moment. Oui, mais on y veille particulièrement chez Orange et ça fait partie aussi de nos critères. Et on y veille, croyez-moi, quand on fait nos sélections aussi, à bien regarder cette diversité, parce que pour nous, c'est un enrichissement. Alors c'est vrai que c'est un discours qu'on entend beaucoup, mais chez nous, c'est une réalité. Et aussi dans les parcours et dans les pays dans lesquels nous envoyons nos graduates. Ok, on rappelle le 31 janvier pour les inscriptions. Merci à vous tous pour vos questions. Merci à vous pour vos réponses, Charlotte et Alexandra. Et merci. On donne rendez-vous à toutes les personnes intéressées, évidemment, sur le site d'Orange. Et bon courage pour la suite des épreuves.